Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, bonjour, content de vous retrouver. La capsule d'aujourd'hui va répondre à cette question: en quoi l'hypergamie peut être problématique dans la relation et du coup créer une relation toxique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que l'hypergamie, c'est ce besoin que souvent une personne a de vouloir se mettre avec un conjoint dont le niveau social est supérieur à soi, ou le fait de préférer l'alliance avec quelqu'un supérieur à soi sur le niveau social, le niveau du statut social. Alors ça fait beaucoup penser bien sûr aux femmes, parce que l'hypergamie, elle est souvent féminine, elle est endémique à la femme dans les relations qu'elle peut nourrir avec les autres hommes. Parce que tout simplement, c'est ancré en la femme. Le rapport qu'elle a avec l'homme d'une manière générale est toujours basé sur une plus-value. C'est-à-dire que lorsqu'elle est avec ses collègues féminines, avec son semblable féminin, on est plutôt dans la comparaison. On va être plutôt dans qu'est-ce que tu as que je n'ai pas. Comment tu fais pour avoir ça qui fait que j'ai l'impression que tu es mieux que moi. Donc du coup, explique-moi comment tu fais pour. Dans la jante féminine, la femme aura tendance beaucoup à se comparer par rapport à l'autre femme. Mais par contre, dans la jante masculine, son rapport qu'elle aura avec l'homme, elle sera toujours dans une plus-value. Qu'est-ce que tu peux m'apporter de mieux pour moi dans ma vie qui fait que ma vie sera meilleure, tout simplement. Alors pourquoi en est-il ainsi? Si tu te poses cette question, si tu veux en savoir davantage sur cette question et pour quelles raisons ça peut créer des relations toxiques, tu es sur la bonne capsule. Reste avec moi, mais avant, si jamais tu es un homme, une proie idéale pour les perverses narcissiques et que tu te débats avec la vénalité narcissique de la femme avec qui tu vis, eh bien, sache qu'il existe des solutions pour pouvoir t'en sortir. J'ai créé un quiz qui va te permettre de bien te poser les bonnes questions pour savoir où tu en es, pour pouvoir avancer, savoir prendre les bons choix adaptés à ta situation, mais également une masterclass que j'ai mis en ligne qui va te permettre de savoir exactement par quelle méthode je peux t'aider à t'affranchir définitivement des relations toxiques, de la perversion narcissique, retrouver ta dignité, retrouver ton identité et pour sûr, trouver ta voie, ton axe de vie, devenir la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire devenir heureux parce que tu vas enfin pouvoir t'accomplir. Ceci étant dit, sais-tu quelles sont les origines de l'hypergamie féminine? Parce que c'est vrai que c'est une tendance très féminine, beaucoup plus que l'homme, parce que l'homme ne cherche tout simplement pas cette situation à l'égard de la femme. Comme j'ai pu l'expliquer dans différentes vidéos, le rapport que l'homme nourrit avec la femme, c'est d'essayer de lui apporter, en tout cas, beaucoup de choses sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan affectif, sur le plan de la sécurité, c'est-à-dire physique. Mais derrière le mot sécurité se cache beaucoup de choses, beaucoup de déclinaisons que j'explique beaucoup dans ces différentes vidéos que j'ai pu faire auparavant. Alors que la femme, dans le rapport qu'elle va nourrir avec l'homme, ça sera un rapport de plus-value. Qu'est-ce que tu m'apportes à moi qui fait que j'ai envie de continuer de rester avec toi? Et c'est pour ça que dès le départ, le rapport que la femme nourrit avec l'homme est à la base complètement matériel et charnel. Alors que le rapport que l'homme nourrit avec la femme est essentiellement charnel. Alors que la femme, il est d'abord matériel et ensuite charnel. Si jamais elle doit choisir entre les deux, elle choisira toujours le côté matériel d'abord et le côté charnel ensuite. Si elle peut avoir les deux, tant mieux, mais force est de constater que nous vivons dans une société où avoir les deux, c'est devenu monnaie rare. Alors quelles sont les origines? Les origines peuvent être de deux sources. Comme tu me connais, j'aime bien faire des recherches pour essayer de répondre le plus justement possible à une question posée. Alors, je me suis intéressé au côté scientifique sur la base de ce concept, l'œuf et la poule. Lequel des deux est venu en premier pour créer la poule? Est-ce l'œuf qui a éclos
et qui a donné naissance à une poule? Ou est-ce que c'est tout simplement la poule qui était là et du coup a pondu l'œuf qui a perpétré, on va dire, la survie de l'espèce? Parce qu'il a bien fallu commencer par l'un ou l'autre. Soit l'œuf, soit la poule qui était déjà là, qui a du coup pu faire l'œuf. Eh bien, on retrouve cette tendance dans la science qui du coup ne donne pas véritablement de réponse à cela. Qui était là en premier? L'homme ou la femme? Sachant que dans le génome homme, il y a les chromosomes mâle et femelle. Alors que dans le génome féminin, il n'y a que le féminin. Cela explique fortement que bien sûr l'homme était là avant, parce que c'est à partir de l'homme que la femme a pu être créée par la suite, tout simplement. Et donc du coup on bascule sur l'origine religieuse, qui explique tout simplement que l'homme a été créé avant la femme, et qu'à partir d'une côte, la côte d'Adam, du premier homme, eh bien la femme a été créée. Ce qui pourrait expliquer pour quelle raison la femme, dans la manière dont elle a été mise au monde, à partir de l'homme, eh bien, elle est un attachement très important vis-à-vis de l'homme et une demande très importante vis-à-vis de l'homme qui est quelque part sa moitié, sa plus grande moitié, on a envie de dire, parce que si elle a été créée à partir d'une côte d'Adam, ça veut dire que tout repose sur le rapport qu'elle va avoir avec l'homme dans sa réalisation en tant que femme. C'est-à-dire que l'homme ayant été là avant elle, forcément lorsque Ève a été créée, par la suite Adam lui a expliqué comment ils ont vu le jour, comment Dieu s'y est pris, voilà la terre, voilà les animaux, voilà le nom de chaque animal, voilà comment telle ou telle plante se consomme, ça c'est telle espèce, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui a expliqué à la femme ce qui était. Donc la femme a été l'élève pendant très très longtemps de l'homme pour apprendre. Donc d'où un rapport un petit peu, même si c'était un rapport conjugal, mais il y a eu un rapport également éducatif, un rapport un petit peu paternel, comme si elle était l'élève de l'enseignant qui lui explique telle ou telle chose de ce que leur environnement est fait. Voilà pour ce qui est de l'explication des origines. Donc on peut comprendre pour quelle raison la femme attendra toujours de la part de l'homme quelque chose de particulier, une plus-value, quelque chose en plus, mais pas quelque chose de similaire, voire inférieur qu'elle peut être, elle. Tu penses bien que depuis la nuit des temps, les choses ont évolué, peu importe à ce que tu vas croire, est-ce que c'est la science, est-ce que c'est les origines religieuses, peu importe, là n'est pas la question. Le plus important, c'est de constater les relations telles qu'elles sont et la difficulté qui peut exister entre la relation entre un homme et une femme, entre une femme et un homme. Et les effets du modernisme n'arrangent pas les choses. À l'époque où tout est digitalisé, dans les pays occidentaux, où il y a beaucoup de richesses, eh bien, la place de la femme est identique à la place de l'homme. Il y a une perte des valeurs relationnelles d'antan qui faisait que le rapport que la femme avait avec l'homme et que l'homme avait avec la femme était, on peut dire, soudé et avait un sens parce que chacun occupait sa place et aucun des deux n'essayait d'empiéter le rôle de l'autre. En tout cas, d'essayer de jouer des coudes en lui faisant comprendre « mais non, je t'explique, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, attends, je vais le faire à ta place ». Ça, c'est l'époque moderne. C'est pour cette raison, certainement, que les femmes sont essentiellement attirées, fortement attirées par les hommes alpha, parce que ces hommes alpha sont restés un petit peu les hommes d'antan, c'est-à-dire ces hommes qui avaient un projet, qui avaient une mission, qui savaient ce qu'ils voulaient exactement dans la vie et qui vivaient pour ces choses. Alors certes, en ne tenant pas forcément compte de toutes les petites récriminations et les petits besoins de sa femme, mais n'empêche que de voir un homme qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui fait les choses en plus, ça rassure énormément la femme sur le plan, on va dire, du rapport humain, dans le fait de voir quelqu'un qui, voilà, et comme on dit, il a les corones, on sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut et on sait où est-ce qu'il va et on n'a qu'une envie, c'est de le suivre parce qu'on sait que ce qu'il va faire, ça
va nous être bénéfique. C'est rassurant, en tout cas dans les besoins fondamentaux que la femme peut avoir en tant que femme. Aujourd'hui, la femme est l'équivalent de l'homme sur le plan du statut social. Elle ne cherche plus, souvent d'ailleurs, un homme qui va pourvoir dans ce sens, parce qu'elle-même arrive à assumer ces choses. C'est pour ça que les rapports, à mesure qu'ils avancent, deviennent de plus en plus compliqués dans le rapport homme-femme. Parce que la femme, ayant accès à tout ce que la vie peut proposer en temps normal à un homme, elle se sent l'équivalent de l'homme, donc du coup elle devient de plus en plus exigeante à mesure qu'elle-même elle évolue. Plus elle évoluera, plus elle sera en exigence vis-à-vis de l'homme, parce que malgré tout, une chose qui demeure et perdure, qui est fortement ancrée dans l'ADN des êtres humains, ce sont nos besoins fondamentaux qui ne changent aucunement. Même si nous vivons dans un ère qui ne ressemble à aucun autre depuis que l'homme est homme, l'homme continuera de demander les mêmes besoins fondamentaux et la femme également. C'est-à-dire pour l'homme, d'être respecté et d'avoir ce besoin charnel vis-à-vis de la jante féminine, et la femme d'avoir ce besoin d'être mis à l'honneur, d'être comprise et d'avoir cette sécurité et toutes les déclinaisons qui se cachent derrière la sécurité, à savoir financière, du statut social, affectif, etc., etc. Tout ce qui touche, on va dire, à ce qui pourra sécuriser une femme en tant que telle. Mais étant donné que le statut social des femmes d'aujourd'hui est l'équivalent souvent de ceux des hommes, forcément, cela va compromettre énormément l'attente que les femmes auront des hommes si elles ont l'impression qu'elles sont leur équivalent sur le plan du statut social. Et voilà pour quelle raison elles en demanderont toujours plus vis-à-vis des hommes d'aujourd'hui. Ce qui fait que si l'homme ne se met pas à la page, il y aura toujours un problème, surtout si lui, dans sa petite vie, parce que l'homme, véritablement, on ne peut pas vraiment dire qu'il a évolué par rapport à la femme. Il est resté le même, à savoir celui qui a compris qu'il fallait qu'il travaille, apprend un métier, subvienne aux besoins des siens. Ça, c'est quelque chose qui est resté le même. Il n'a pas voulu devenir comme la femme, c'est-à-dire rester à la maison, nourrir les enfants, bricoler, nettoyer, repasser, tenir une maison propre, faire la cuisine. Vous verrez ça nulle part chez les hommes dans leur évolution, alors que la femme, elle a voulu quitter ce statut, et on peut comprendre par rapport à l'évolution dans des pays, on va dire riches, par rapport à l'accès également au vote, aux études, aux compétences, parce qu'une femme n'est pas moins intelligente qu'un homme, même quelquefois c'est le contraire. Elle a autant de connaissances, autant fait d'études, mais dans le rapport homme-femme, il y a toujours ce côté qui est censé avoir une plus-value par rapport à l'autre. La femme le recherche constamment. Donc si jamais la femme gagne bien sa vie, elle ne se mettra jamais avec un homme qui gagne moins bien sa vie qu'elle, parce que dans le rapport inconscient, elle finira par moins le respecter, parce que dans son besoin d'avoir une plus-value dans son rapport avec l'homme, là, elle ne le retrouvera pas. Elle aura la sensation que c'est elle qui pourvoit, c'est elle qui assume, c'est elle qui assure sur ses épaules le rôle masculin qui est de pourvoir et de sécuriser bien sa famille sur le plan physique, à tous les niveaux. Ça, c'est une chose qui a énormément évolué dans l'ère du temps, et c'est des clashs qui existent énormément entre les hommes et les femmes. Et à mesure que notre société évolue, la femme a cette tendance à évoluer beaucoup plus que l'homme, et l'homme à être resté, on va dire, le même, si on peut dire, par rapport à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire l'homme qui doit continuer à travailler, faire vivre sa famille, à pourvoir. C'est malheureux de voir souvent des hommes qui ont une compétence professionnelle, qui travaillent, et qui, à cause de la conjoncture, ont perdu leur travail, et bien de voir leur femme avec leur unique enfant, ou voire quelquefois plusieurs enfants, les voir le quitter, parce que voilà, il est au chômage, ou parce qu'il n'a plus les moyens d'assumer le remboursement d'un prêt, ou le paiement d'un loyer. Et la femme, pour elle, ça c'est une sonnette d'alarme. Elle préfère partir avec son enfant sous le bras, aller retourner chez ses parents ou chez une amie ou je ne sais où, plutôt que de vivre la misère, que la situation que son mari va pouvoir lui faire vivre. C'est une réalité bien dérangeante que je suis en train de te dire là, mais qui existe fortement. C'est pour cette raison d'ailleurs que je fais cette capsule, parce que malheureusement c'est quelque chose qui existe véritablement. La femme d'aujourd'hui
a conscience du temps limité qu'elle a pour pouvoir faire sa vie. Comme j'ai pu le dire déjà dans une capsule, elle a véritablement que 15 ans pour pouvoir se réaliser dans sa vie. À partir de ces 15 ans, elle n'a que 15 ans pour réaliser sa vie et s'assurer que tout aille bien. C'est-à-dire qu'elle finisse ses études, qu'elle décroche son diplôme, qu'elle ait son travail, c'est-à-dire qu'elle va avoir un certain salaire et commencer à construire son statut social. Pendant cette même période de temps, eh bien, si possible, eh bien, trouver la bonne personne, l'homme qui va partager sa vie, pour lequel elle va tomber amoureuse et elle aura ce rapport dans la plus-value également, c'est-à-dire trouver un homme qui lui apporte des choses qu'elle ne peut pas avoir elle, parce qu'elle estimera que l'homme doit lui apporter des choses qu'elle n'est pas capable d'avoir, sinon elle va s'ennuyer, sinon elle va estimer que ça ne sert à rien, et du coup elle va pouvoir, si c'est le cas échéant, fonder une famille avec cet homme, devenir maman, élever ses enfants avec l'homme, avec le bon partage des tâches, et si toutes ces choses se sont faites avant 30 ans, elle pourra estimer s'être réalisée. Mais passé cet âge-là, malheureusement, souvent, elle passe le coche, elle est sur le marché de la séduction, elle perd en valeur et elle intéressera beaucoup moins les hommes de sa tranche d'âge, parce que souvent, c'est bien connu, les femmes sont attirées par des hommes plus mûrs, donc tu vois toujours le côté plus, souvent des hommes plus âgés, à peu près de 5 ou 10 ans, voire plus qu'elle, parce que souvent ces hommes-là ont compris exactement ce dont la femme avait besoin. C'est pour ça qu'il y a ce jeu d'attirance autant d'un côté que de l'autre, et qu'il y a souvent des écarts d'âge entre la femme et l'homme. Et tu verras rarement des femmes beaucoup plus mûres, beaucoup plus âgées, se mettre avec des plus jeunes. Même si ça se fait, mais ça se fait beaucoup plus rarement. Et dans ce rapport, si jamais la femme ne s'est pas réalisée avant ses 30 ans, donc c'est une moyenne, hein, c'est pas quelque chose de catégorique, ça sera beaucoup plus difficile pour elle de se réaliser dans tout ce que je viens de te citer. Et elle attirera beaucoup plus des hommes de seconde main, c'est-à-dire qui referont leur vie une deuxième ou une troisième fois, mais qui auront eu déjà une certaine vie avant, des enfants, un premier mariage. Et c'est pas exactement ce genre d'hommes qu'elles aimeraient avoir, mais plutôt des hommes un peu frais, pimpants. Mais bizarrement, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la femme, toujours dans cette recherche de plus-value vis-à-vis de l'homme, dans ce côté hypergamie, à avoir quelque chose à en retirer dans son rapport et dans sa relation avec l'homme, c'est qu'elle convoite inconsciemment, voire consciemment, les hommes qui sont déjà casés. La femme est toujours attirée par l'inaccessible, par des hommes qu'elle ne peut pas avoir, parce que souvent, ils sont déjà mariés, mais la femme fonctionne sur ce mode. La femme, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Les émotions, c'est ce cerveau qui est toujours dans l'analyse, toujours dans essayer de comprendre où est-ce qu'elle en est, pourquoi les choses sont ainsi, et pour cela, elle est toujours dans le jeu de comparaison, dans le jeu des comparaisons. Et une femme arrivera toujours plus à savoir où est-ce qu'elle en est lorsqu'elle est centrée et lorsqu'elle est enracinée par rapport à une situation. C'est ça qui lui permet de toujours jauger qui elle est, ce qu'elle est et pourquoi elle en est là. Mais cela peut s'expliquer au travers des questions de comparaison qu'elle fera toujours par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison qu'elle sera toujours plus attirée par un homme qui est déjà marié, qui s'occupe de sa femme, et elle admirera souvent ce type d'homme pour lequel elle n'est pas... elle ne peut pas l'avoir, elle le sait, mais elle le regardera toujours avec des yeux envieux, qui aura tendance toujours à agacer la femme mariée si elle remarque cela, parce qu'elle aura peur de perdre bien sûr son mari, mais si cette femme est attirée par ces hommes mariés, c'est parce qu'elle voit en fait, et elle vit au travers de ce que la femme mariée ressent et peut ressentir. Parce que ça, c'est quelque chose qui parle énormément à la femme. Comme je viens de te dire, la femme est dans le cerveau limbique, elle a besoin de se comparer, et c'est dans la comparaison qu'elle arrive à savoir où est-ce qu'elle en est. Plutôt que de regarder un homme célibataire, éventuellement de sa tranche d'âge, qui est séduisant, mais il y a le côté « ouais mais je sais pas, oui mais je le connais pas ». Et ça reste une incertitude. Il faudrait
que je m'y engage, que je passe le cap pour m'en rendre compte. Et c'est un risque à prendre. Alors que lorsqu'elle regarde une femme qui a ce type d'homme attentionné, amoureux, romantique, attablé à un petit troquet où il y a un jeu de séduction et d'amour, eh bien ça fait plaisir énormément à la femme célibataire parce qu'elle se dit ben, tiens, c'est ça que j'aimerais vivre, parce qu'elle a la réalisation sous ses yeux, elle a la manifestation physique de ce qu'elle aimerait vivre. Mais se projeter avec un homme célibataire qui est séduisant, qui a l'air d'avoir un peu d'argent, et tout ce qu'elle souhaiterait que cet homme ait pour aller plus loin, ça reste malgré tout une incertitude, et une incertitude à franchir, c'est-à-dire une prise de risque. Et comme il n'y a pas de moyen de comparaison avec cet homme célibataire assis à une table à côté, séduisant, comparé à un homme marié avec sa femme qui lui fait la plus grande démonstration d'amour et qu'elle est témoin de cela, eh bien forcément, elle sera plus attirée et ça lui parlera plus parce qu'elle va s'identifier à ce que cette femme mariée vivra et ressentira. Et ça sera beaucoup plus parlant pour une femme célibataire que de se projeter avec un homme qui ne peut avoir que des promesses. Et c'est pour cette raison que souvent les hommes, dans le rapport avec la femme, ils ont constamment besoin de se justifier, de dire mais si tu verras, t'auras ça, de promettre constamment pour séduire la femme, pour que finalement la femme cède et ose passer le cap. Une femme se laisse rarement séduire tout de suite. Elle a besoin de preuves, elle a besoin de résultats. Et pour cela, souvent, elle laisse languir l'homme parce qu'elle a besoin de vérifier, d'avoir les preuves sous ses yeux. Et l'homme, il faut qu'il démontre que toutes ses paroles sont réelles. Ce qui fait que le jour où la femme va s'engager avec cet homme célibataire, joli et séduisant, etc., elle pourra constater que ce n'était pas du flan et que dans l'échange, il y a vraiment une plus-value, elle a quelque chose à gagner. Parce que sinon, elle sera fortement déçue et elle n'aura qu'une envie, c'est de partir. Voilà pour quelle raison, souvent les femmes mariées qui sont déçues de leur mariage ont souvent tendance à être attirées par des hommes en couple. Et c'est pour cette raison, souvent, qu'elles ne sont pas dérangées de devenir la maîtresse de ces hommes-là, parce qu'elles ont l'impression de véritablement vivre avec la bonne personne. Ça ne la dérange pas de piquer le mari d'une autre femme, parce que si cet homme est marié avec une femme, c'est quelque part cet homme a quelque chose de bien qui a été prisé par cette femme. Et donc du coup là, elle a l'impression de prendre quelque chose, de piquer quelque chose qui est déjà existant, plutôt qu'un homme célibataire qui est tout approuvé. C'est pour ça que la femme célibataire, elle ne sera pas dérangée d'être la maîtresse, plutôt que d'être la femme cocu. C'est ça qui est bizarre, je l'avais déjà dit déjà dans une vidéo, mais ceci explique cela. Parce que tout simplement, c'est un statut de garantie de se mettre avec un homme marié parce qu'il a tout. Il a le statut social, il a la sécurité, il a le romantisme, il a la sécurité physique et c'est visible parce qu'une femme est avec lui et cette femme-là a l'air d'être heureuse. Donc en tant que femme, voyant cela, on arrive à s'identifier en se disant mais c'est ça que je veux. Parce que je m'identifie beaucoup plus à ce que la femme est en train de vivre et ressentir sous mes yeux plutôt que ce que l'homme est vraiment. Si elle est comme ça veut dire que l'homme a quelque chose. Et du coup, je suis attiré par ce que cet homme a, plutôt que d'être attiré à un homme célibataire seul, à une table, qui est joli, qui a l'air d'avoir de l'argent. Même si c'est séduisant et même si je suis attiré, ça reste une incertitude. Et y aller, moi j'ose pas, je veux lui faire comprendre que je suis éventuellement intéressé. Donc du coup, ça sera à lui de faire le premier pas. Voilà comment fonctionne la femme. Et voilà comment l'hypergamie sexuelle existe. L'hypergamie sociale, l'hypergamie affective, l'hypergamie également du fait d'obtenir quelque chose de plus dans la relation avec l'homme. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à cette vidéo. J'ai beaucoup débité, mais tu peux peut-être te poser cette question en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, malheureusement, si jamais tu ne te mets pas au diapason, si tu ne te mets pas au niveau d'évolution des femmes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles veulent tout. Et si jamais elles ont l'impression que tu es son équivalent, ça ne marchera pas. À mesure que la femme évolue dans cette société digitalisée, eh bien, il faut que l'homme soit toujours avec un train d'avance parce que les femmes aiment énormément retrouver la sensation d'être protégées, éduquées, mis
à l'honneur, comprise. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans les gènes. Et même si elle évolue et elle peut pourvoir à beaucoup de choses toute seule, elle n'en attendra pas moins, quoi qu'il arrive, de cela vis-à-vis des hommes. Donc si elle évolue, il faut que l'homme évolue, mais toujours avec un petit train d'avance, parce que dans la plus-value recherchée, elle aura la sensation d'obtenir quelque chose vis-à-vis de l'homme et pas quelque chose d'équivalent. Sinon, inconsciemment, la femme va castrer les hommes et c'est comme ça que la perversion dans la relation peut commencer à naître. C'est comme ça également que la vénalité narcissique commence à voir le jour et qu'on a affaire à des femmes qui prennent le pouvoir sur les hommes en les castrant symboliquement, en ne les respectant plus et en allant voir ailleurs tout simplement parce qu'une femme sera toujours attirée par quelque chose de supérieur à elle. Une femme à qui tu donnes tout, t'es un super mari, gentil, doux, attentionné, toujours disponible, jamais tu élèves la voix, tu la respectes, toujours un petit cadeau, toujours un sourire, tout est nickel, il n'y a rien à redire, la femme va s'ennuyer. Elle préfère qu'il y ait du rebondissement. Elle aime les ascenseurs émotionnels. Elle aime se prendre la tête avec toi parce que quelque part, ça lui donne une sensation d'exister, d'être importante. Elle aime les engueulades. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Mais quelque part, c'est parce que ça lui donne de la valeur. Ça oblige l'homme à se justifier, ça oblige l'homme à lui faire une démonstration d'amour derrière qui va énormément la rassurer. Voilà pour quelle raison que quand tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est plat et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça fatigue les femmes. Parce que non, il n'y a rien de particulier, mais elle a besoin de te prendre la tête. Voilà, j'ai fait quelque chose, bah dis-moi, qu'est-ce qui a changé, j'ai fait quelque chose de différent. Ah, t'as même pas remarqué. Donc ce qui veut dire que si jamais je fais rien, en fait, c'est comme si c'était pareil. Et c'est parti, tu vas passer un sale quart d'heure. Et oui. Et la femme elle-même, elle ne comprend pas pourquoi elle est comme ça, et elle sait pertinemment que c'est un tue-l'amour. Mais elle ne sait pas faire autrement. Ceci explique qu'en réalité, elle a besoin d'être mise à l'honneur, elle a besoin d'être rassurée, etc., tout simplement. J'en ai fini pour cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Donc si jamais tu veux éviter l'hypergamie féminine, ben, laisse-moi te dire une chose, c'est quasiment impossible parce que la vie est faite de femmes qui ont besoin d'hommes, qui ont toujours quelque chose à leur apporter, quelque chose en plus. Il y a toujours une plus-value dans le rapport que la femme attend de l'homme. Et ce qui est triste, c'est que quelquefois ces femmes, elles se sont intéressées à toi, elles étaient derrière toi, mais simplement tu n'étais pas accessible. Mais elles te regardaient toujours avec un sourire au coin des lèvres parce que tu étais attirable. Ce que tu représentais les attirait. Monsieur un tel, quelqu'un qui est responsable, président, PDG, ou la personne en vue que toutes les femmes veulent. Voilà. Et du jour au lendemain, tu perds tout ça là, eh ben elle va te snober. Parce qu'une femme n'est jamais attirée par un homme qui est moins qu'elle. Et pourtant, tu as pu être ce genre d'homme, mais du jour au lendemain, elle va te toiser, elle va te mépriser, elle va te prendre de haut. Voilà. Donc si jamais c'est pas ce genre de femme que tu veux, eh bien, mets-toi avec des femmes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et pas des femmes qui vont juste prendre ce qui les intéresse chez toi, et sitôt que tu ne les auras plus ces choses, elles vont te larguer. Le problème des perverses narcissiques, des femmes perverses narcissiques, c'est que c'est souvent basé là-dessus. À partir du moment où elles ont l'impression de tourner en rond, ou qu'elles ne peuvent plus manipuler tout simplement ces hommes, eh bien elles sont attirées par d'autres hommes et elles créent la rupture, elles créent le lien qui va mettre fin à cette relation pour passer à autre chose. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très très bonne journée et n'oublie pas de me lâcher un petit commentaire, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.